Alors bonjour à tous, bienvenue à l'atelier virtuel traitant cette fois du sujet du lâcher-prise et de l'acceptation. Tout d'abord, j'aimerais qu'on prenne un moment pour clarifier ce que l'acceptation n'est pas, bien évidemment, parce que c'est souvent mal compris et j'aimerais qu'on parte sur la même définition ensemble aujourd'hui. Beaucoup font l'erreur de la confondre avec la résignation ou de croire qu'elle implique de consentir, d'approuver ou de se soumettre. Mais non, accepter, ce n'est pas dire c'est parfait comme ça. Aimer nécessairement tout ce qui se passe. Accepter, ça ne signifie pas non plus qu'on renonce à agir parce que la résignation, elle se manifeste quand il y a encore des choses sur lesquelles on a du contrôle et qu'on pourrait faire, mais on se vend l'idée que ça ne donne rien. L'acceptation, elle, dans la manière que je vous propose, c'est de l'accueillir. C'est plutôt laisser exister la réalité telle qu'elle est, plutôt que de la nier, de la combattre ou de la fuir. Pensez au comportement que vous condamnez le plus. C'est une belle façon de s'en souvenir. Une agression envers une personne vulnérable, par exemple. Le fait que vous vous indigniez, est-ce que ça change quelque chose à la réalité, à savoir que ces agissements-là existent? Que des agressions se produisent ou non? Non. Alors, vous pouvez convenir que ces actes se produisent, accepter qu'ils font partie de la vie, mais tout faire en sorte pour favoriser leur réduction. Donc, vous pourriez travailler en relation d'aide, en sécurité publique ou en réinsertion sociale. Vous voyez donc qu'on peut n'avoir aucune appréciation pour un comportement et tout de même reconnaître son existence. Et c'est un peu ça l'acceptation. Reconnaître, constater, sans pour autant cautionner. Accepter ce qui est pour pouvoir orienter son énergie vers ce qui nous tient vraiment à cœur. C'est un bon vieux « c'est ça qui est ça ». Et pour vous aider, je vous propose une métaphore dans un échange clinique provenant d'une certaine Melissa Wright. On a parfois de la difficulté à rester assis avec nos sentiments, n'est-ce pas? Dans le sens où on résiste, on fuit. Maintenant, sois à l'écoute. Imagine que tu rentres chez toi, par ton chemin habituel, tranquille. Et puis tout à coup, tu entends un bruit derrière toi. Ça a l'air gros, ça a l'air effrayant, presque comme une énorme bête volante. Tu crois entendre des ailes massives qui battent et des mâchoires qui grincent, quelque chose qui grogne. C'est vraiment terrifiant. J'imagine que tu prendrais tes jambes à ton cou. Est-ce que c'est ton cas? Réfléchis-y. Parce que moi, oui. Est-ce que tu cours dans la vie? Réfléchis à savoir si tu cours par moment. Et quand tu cours, qu'est-ce qui arrive après? Disons 1 kilomètre. Fatigué? Après 5 kilomètres. Je commence à être un petit peu à bout. Moi, je serais fatigué. Et qu'est-ce que tu fais habituellement quand tu cours? Pas grand-chose d'autre que courir, peut-être écouter la musique, mais sans plus. Donc, tu ne passes pas l'appel, tu ne prends pas des nouvelles de ton proche, tu ne fais pas des choses qui sont nécessairement importantes pour toi, excepté courir. Donc, tu cours, tout en sueur, à bout de souffle. En tout cas, moi, je le serais. Mais le problème, c'est que la bête est encore là. Donc, tu continues à l'entendre. Tu continues à courir. Tu cours, tu transpires, tu t'épuises. Mais tu ne t'arrêtes pas. Parce que la bête est toujours derrière. Et puis à un moment, tu peux te trébucher sur une roche, par exemple. Et là, tu es forcé de te lever. Et là, tu vois enfin la bête qui te poursuivait depuis le début. Eh bien, accroche-toi, l'image surprend. Ce n'est pas une bête géante. C'est une petite gang de moustiques. Ils sont taille cuite, qui volent autour de toi, mais ils ont des cristis de gros mégaphones, ce qui les font paraître énormes. Donc les grandes ailes que tu croyais entendre, c'était juste leurs minuscules ailes de moustique. Les mâchoires terrifiantes, c'était juste le bruit de leur petite bouche. Mais comme tu as arrêté de courir, oui, ils te piquent. C'est désagréable, c'est fatigant, c'est vrai. Mais est-ce que tu crois qu'en sachant ça,
ce que c'est réellement, tu repartiras à courir à toute vitesse? Je suis pas sûr, moi. Oui, parfois c'est vrai, ça a du sens de courir. C'est un réflexe totalement humain. Fuir la réalité. Mais si c'est vraiment un danger, une vraie bête à éviter comme un ours, là oui. Mais les émotions, elles, ça ressemble beaucoup plus à une gang de moustiques qu'à un monstre géant. Les émotions, le trafic, la frustration, le deuil, l'anxiété, la tristesse, ça tue pas personne. Oui, ça démange. C'est désagréable, parfois vraiment beaucoup. Franchement pénible. Mais ça ne nous détruit pas. Le problème, c'est que si on passe notre temps à courir, on s'épuise, on est trempé de sueur, essoufflé, et pendant ce temps-là, on ne peut plus faire les choses importantes ni voir la réalité. Peu importe ce qui vous vient en tête, lorsqu'on est trop occupé à fuir, il y a beaucoup de choses qu'on néglige, et il est là, le nœud du problème, et c'est à ça que sert l'acceptation. J'invite à réfléchir à ça. Parce que le plus important à retenir, c'est que quand les émotions et les pensées ressemblent à un monstre énorme et terrifiant, en vrai, elles ne peuvent pas te faire de mal. Ce que je t'invite à faire, c'est à remarquer quand tu es en train de courir. Est-ce que tu vas continuer de courir? Mais au moins, tu pourras te demander, est-ce que ça m'aide vraiment? Est-ce que c'est utile pour moi de courir au moment où on se parle? Pour quelque chose qui ne me menace pas réellement? Parce que tu constates, courir, ça prend une énergie folle. Tu pourrais plutôt choisir de tolérer quelques piqûres, donc un petit peu de douleur, de ressentir un peu les démangeaisons, mais rester présent, sur place, et faire ce qui compte vraiment pour toi. Mais ça demande de la pratique, j'en suis conscient. Apprendre à reconnaître que tu n'es pas obligé de fuir, mais que tu peux rester debout et être fort. Donc, vous le constatez à travers cette analogie-là et cet échange, on gaspille souvent beaucoup d'énergie à lutter pour ce qui est, à résister, à nier, à rationaliser, à éviter et refouler nos émotions. Parce qu'il faut le dire plus souvent qu'autrement, la seule manière de résoudre la douleur, c'est de cesser de s'acharner à la faire disparaître. Donc peut-être que vous vous reconnaissez dans un de ces réflexes. Donc ce qu'on appelle des mécanismes de défense, comme le déni. C'est pas possible, je ne devrais pas me sentir comme ça. L'évitement. Je ne veux pas y penser. Si je pouvais ne pas me sentir comme ça. Le blâme, donc sur soi ou sur les autres. Ressasser, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ces stratégies-là peuvent donner un soulagement temporaire, mais à long terme, elles renforcent souvent la souffrance qu'on perçoit plus qu'elles la dissipent. Alors, si accepter n'est pas se résigner, et si contrôler n'est pas la voie, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, on a une marge de manœuvre. Parce que certaines choses sont hors de notre contrôle, d'autres non. Donc, rappel à l'effet que nous contrôlons les choses suivantes. Notre attention, nos pensées, nos choix et décisions. Mais il y a bien des choses qu'on ne contrôle pas, comme les actes des autres, leurs émotions, des événements externes, extrêmes, les aléas de la vie, la météo, le hasard, les circonstances imprévues. Des fois, je pense qu'on perd ça de vue. Donc, lorsqu'on embrasse l'acceptation, on libère une énergie précieuse, celle qui n'est plus investie dans la lutte. On n'est pas nécessairement plus heureux, on est moins malheureux parce qu'on diminue le jugement envers soi-même et les autres. On crée de l'espace pour agir avec clarté, parce que même au cœur d'une tempête intérieure, accepter, c'est revenir à ce que je peux mettre en geste, à ce que je peux faire maintenant, dans le ici et maintenant. Et, un bon point de départ, des fois, il faut accepter le fait qu'on n'accepte pas. Donc, accueillir nos résistances, nos doutes, nos peurs, parce que l'acceptation authentique, ça ne se force pas. Ça se révèle petit à petit quand on lui permet d'exister. Guys, c'est l'heure de vous parler de la tante Irma. Imaginez que vous venez juste d'acheter votre nouvelle maison et que vous faites une pendaison de crémaillère. Vous avez invité tout le monde. Vous avez accroché un signe indiquant « Bienvenue à tous », sauf tante Irma. Pourquoi? Parce qu'elle sent mauvais, elle est sale, grossière, elle parle fort, elle se mouche fort, elle est vraiment désagréable. Et vous ne voulez pas la voir. En fait, vous n'avez jamais pu la supporter. Et la plupart des gens qui la connaissent sont d'accord pour dire qu'elle est répugnante. Donc, vous avez invité toute la famille, sauf elle.
vos invités arrivent. Tout se passe bien et bientôt, la fête bat son plein. Tout le monde s'amuse sans exception. Soudain, on sonne à la porte. Vous regardez par le petit trou et qui vous voyez? Eh bien, tante Irma qui s'impatiente et commence même à taper dans la porte. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je ne l'ai pas invitée. Comment elle le su pour la fête? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'ouvrez pas la porte? Vous pourrez vous entêter parce qu'elle va faire un scandale dans la rue. La fête risque alors de s'arrêter. Tout le monde va être préoccupé par tante Irma. On pourrait ouvrir, essayer de l'empêcher d'entrer, même résultat, vous le savez d'expérience. On pourrait même essayer de la raisonner. Même pas la peine. Vous le savez bien. Elle va simplement pointer le signe en disant « Bienvenue à tous ». Elle va commencer à hurler dans vos oreilles et celles de vos convives. Une autre possibilité qui s'offre à vous, c'est de lui ouvrir grand la porte et de lui souhaiter la bienvenue. Vous excuser d'avoir oublié de l'inviter et l'inviter vers le buffet. Vous pouvez faire ça sans autant avoir à l'aimer ou l'apprécier, sans même être d'accord avec ses opinions ridicules, sans avoir à apprécier le fait qu'elle est un petit peu vulgaire, sa saleté, ni ses mauvaises manières. Parce que si vous choisissez des autres options, votre fête va changer de nature et se centrer entièrement sur elle. Que vous essayez de l'empêcher de rentrer ou que vous cherchiez à surveiller son comportement une fois qu'elle sera rentrée, le résultat sera le même pour vous. Au lieu d'une fête en famille, au milieu de gens que vous aimez, eh bien vous vous retrouverez entièrement accaparé par cette fille-là et ses défauts. Mais si vous l'accueillez sans sincèrement lui souhaiter la bienvenue, c'est ça qui va se passer. Vous n'allez plus penser qu'à elle et la surveiller du coin de l'œil. Ça ne sera plus vraiment une fête, mais plutôt une véritable corvée. Or, dans cette métaphore, bien évidemment, Irma, c'est les émotions, les pensées qui ne nous aiment pas et qui apparaissent, les pensées que nous n'aimons pas et qui apparaissent dans notre esprit et qu'on n'a pas envie de laisser rentrer. La question, c'est vraiment pas tant ce qui vous arrive, c'est ce que vous allez faire avec. Est-ce que ces pensées-là ou ces émotions-là sont les bienvenues? Eh bien, vous pouvez quand même choisir de les accueillir même si vous n'aimez pas le fait qu'elles soient venues. Parce que si vous refusez de les accueillir, comment vous pensez que ça va se passer? Quel impact vous pensez que ça va avoir sur votre fête, mais à l'intérieur de vous-même? L'illusion, c'est bien souvent qu'en n'étant pas disposé à l'accueillir, on a plus de chance d'avoir l'esprit tranquille. La réalité, c'est que c'est exactement le contraire. En fait, la plupart des personnes remarquent que quand on fait tout pour empêcher une réaction de se produire, d'autres réactions indésirables font leur entrée. Et peu importe à quel point ça ne tente pas de les recevoir. Donc, en d'autres mots, Irma peut venir avec ses amis et vous gâcher encore plus la vie. Alors maintenant, soyons concrets. Je vais vous guider à travers ce qui peut être appelé comme les 7 étapes du lâcher-prise selon la démarche de Mme Colette Portelance. C'est un cheminement en 3 grandes parties, la préparation, le lâcher-prise et enfin l'accomplissement, donc l'action. Donc la première étape, prendre conscience. Donc avant tout, il faut identifier clairement ce qui nous dérange, que ce soit la relation difficile ou une situation bien précise. Il faut nommer la difficulté, reconnaître nos émotions et nos réactions, et même nos manques, que ce soit un manque de reconnaissance, un manque d'amour ou un manque de sécurité. Sans ce point de départ-là, on ne pourra pas clarifier le reste et on ne pourra pas avancer. La deuxième étape, l'acceptation. Le lâcher-prise, qui peut peut-être un peu plus être dans l'action, c'est impossible sans ceci. Et comme je vous l'ai dit, ça ne veut pas dire d'aimer ça, ni se résigner, mais plutôt accueillir ce qui est sans lutter inutilement. Donc, on arrête de résister, de se victimiser, de combattre à tout prix. On dit plutôt oui à la réalité pour trouver un apaisement. Et si ça remonte, que ce soit des blessures, de la souffrance, il s'agit de les reconnaître, de les exprimer, que ce soit à quelqu'un d'autre ou à nous-mêmes, plutôt que de garder ça en dedans. Ça ne doit jamais être rationnel, toujours ressenti. Ça se travaille. Troisième étape, revenir au corps, parce que le corps, c'est une porte vers la paix intérieure. En se reconnectant à nos sensations, en respirant profondément, en se détendant, on arrive à calmer le mental. Même quelques secondes de présence au corps suffisent pour apaiser l'esprit et préparer le terrain au vrai lâcher-prise. Donc, on doit être disposé. Quatrième étape, le fameux lâcher-prise.
C'est le moment où on cesse de vouloir tout contrôler. C'est comme lâcher une corde. On confie la situation à notre monde intérieur, à cette part irrationnelle et intuitive en nous. On peut utiliser des symboles ou des images pour visualiser notre problème, puis on le laisse aller. Pensez à 2 groupes de gens qui tirent la corde et je lâche, j'arrête de me faire mal aux mains. 5e étape, on pourrait l'appeler l'entre-deux. Après le lâcher-prise, il y a ce temps de pause, cet espace entre... On ne fait pas nécessairement tout de suite un passage à l'action. La réponse, ne vient pas tout de suite, mais elle se manifeste sous forme de peut-être intuition, une petite voix à l'intérieur de vous. Quand vous avez arrêté de résister, quelque chose qui émerge, mais on ne force rien. Ça peut être une petite boost d'énergie. La 6e étape, c'est l'intuition. Et faire le choix en lien avec ça. Parce qu'elle se manifeste souvent en lien avec un petit conflit interne. On va douter, on va être un petit peu paralysé. Mais on fait le choix quand même, même si on a peur. On avance avec la peur plutôt que rester figé. N'est-ce pas ça le courage après tout? La 7e et la dernière étape, c'est de passer à l'action. Oui, ça peut faire peur, mais ça devient libérateur quand c'est aligné avec nos besoins profonds et bien sûr nos valeurs. Et ça, même si les peurs sont présentes. Parce que si nos actions sont motivées par la colère, l'insécurité, la culpabilité, elles entretiennent la souffrance. Toutefois, tout ce qui vient du cœur, tout ce qui vient de l'intuition, de ce qui nous tient à cœur, peut venir avec un sentiment de paix intérieure et d'accomplissement. Donc, on pourrait dire qu'il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. On peut supporter, refouler notre vécu pour éviter le conflit et éviter de se montrer vulnérable. Puis ça a pour effet de nourrir en nous le ressentiment. On peut se victimiser, s'apitoyer, attribuer la responsabilité de nos déboires aux autres, au monde extérieur. Mais ça nous enlève beaucoup de pouvoir sur notre vie et bien sûr, ça nous rend impuissants à agir. On peut également résister, s'opposer, adopter une attitude de combattant pour changer le déclencheur de nos malaises. Mais ça peut venir avec beaucoup d'épuisement, quitte à rendre, une relation infernale, hypothéquer notre santé physique ou même psychologique. Ou on accepte, sans nous résigner, sans nécessairement approuver la situation, ce qui a pour avantage de nous apporter la paix d'esprit, la paix intérieure. Alors j'espère que cet atelier-là, qui prend la forme d'une petite réflexion personnelle, va vous amener à faire de la place peut-être un petit peu plus à l'acceptation et à redéfinir ce que c'est réellement pour voir justement à quel point ça peut peut-être améliorer votre vie en diminuant la douleur et diminuant la souffrance. Donc merci d'avoir été là et on se dit à la prochaine.